approuvent les réformes, mais veulent conserver une fonction publique de qualité. On va le voir avec ces chiffres. Vous êtes, le sondage Via Voice pour le Figaro aujourd'hui, 49% à ne pas soutenir la journée de mobilisation. Mais après, quand on rentre un peu dans le détail, vous êtes 61% à dire que vous êtes favorable à la rémunération au mérite, mais que 27%, chiffre à souligner, à être d'accord avec la suppression annoncée de 120 000 postes de fonctionnaires. Quelques commentaires de ces chiffres sans être trop techniques, ce que vous savez parfaitement faire, Marc. Ah, je sèche. Non. Le professeur Landré sèche. Non, moi, ce que je trouve très, très symptomatique dans ce baromètre qu'on a publié ce matin, dont on a publié les résultats ce matin dans le Figaro, c'est qu'on voit que, en vérité, l'accumulation de contestations sociales commence à peser sur le moral des Français et sur la vision qu'ils ont de l'avenir. On voit que aujourd'hui, on est à un moral des décideurs économiques qui est au plus bas depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Macron, le maître du monde, qui devait relancer l'économie, qui devait relancer l'espoir, qui marquait une rupture avec le monde d'avant. On voit que, non pas il tombe sur plus fort que lui, mais la SNCF, Air France, les universités, les EHPAD, les fonctionnaires, ça crée une espèce de sinistre rose, de morosité ambiante qui plombe le moral des Français. Et ces grèves à répétition font que, on a effectivement un soutien, parce que les gens savent qu'il faut changer les choses, que ce soit la SNCF, que ce soit Air France. Mais c'est ce qui apparaît dans tous les sondages sur ce genre de mais sujet. Sauf que quand oui, on aux réformes, mais non. Oui, on va réformer le mérite des syndicats. On va réformer la rémunération mérite. Vous êtes d'accord? Oui. On va accroître la mobilité des agents pour qu'ils puissent aller dans le privé. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Mais en revanche, on va supprimer 120 000 postes, ce qui veut dire qu'il y aura moins de profs, il y aura moins d'enseignants. Là, ils sont contre. Dès qu'on touche à la qualité du service public qui est déjà dégradée dans l'esprit des Français, ils n'en veulent pas plus. En revanche, ils veulent qu'on change les règles telles qu'elles existent aujourd'hui, en espérant peut-être un jour qu'on y verra, que ça sera meilleur. Mais ce n'est pas certain. Vous avez raison sur un point, c'est que peut-être que là, on ne voit pas sur un point. Sur beaucoup de points, Marc. Voilà. C'est qu'à la longue, on ne se rend pas compte des éventuelles semailles d'Emmanuel Macron pour la suite, mais au sens conflictuel. Vous avez vu sur l'AMF, donc il a fermé le dos à l'AMF, à Borloo, il a fait son propre plan, Emmanuel Macron. Vous avez vu sur les fonctionnaires, il n'y a pas vraiment de dialogue avec les syndicats sur la CNCF. Même si ce n'est pas totalement rompu. Avec ce n'est pas rompu. Mais là, vous aviez tous les syndicats ensemble aujourd'hui. Manif peu suivi, on va dire ça. Puis la grêle est tombée, l'orage est arrivé, donc ça n'a pas dû faciliter la mobilisation. Mais vous savez que l'an prochain, c'est les retraites, la réforme des retraites. Et là, tout ce qu'on voit en germe aujourd'hui, qui n'aboutira peut-être pas en termes de mouvements sociaux, SNCF et fonctionnaires, c'est une clause de revoyure pour 2019, où là, les retraites, ça concerne absolument tout le monde, privé, public, tous les régimes, une quarantaine, 38 précisément, je crois, Marc. Et là, pour le coup, il peut y avoir le match retour redouté peut-être par Emmanuel Macron. Tout ça à l'aube d'une élection européenne, qui plus est. Parce qu'aujourd'hui, on le voit. Est-ce qu'il ne pourra pas se targuer d'avoir réussi sur les SNCF, réussi sur les fonctionnaires, pour ensuite engranger sur la suite des réformes? Oui, mais la montagne, c'est les retraites. Ça, on n'a pas encore mère des conscience. réformes, c'est les retraites. Arnaud Champrenier, Trigano. Et est-ce que cette faible mobilisation aujourd'hui, en tout cas en déclin, on compare toujours par rapport au 22 mars, c'est-à-dire la dernière manifestation, 3 fois moins à Paris, ce sont les chiffres, merci Marc, ça augure mal de la grande mobilisation du 26 mai? Non, ça augure pas forcément mal, parce que d'abord, il y a plus d'entités syndicales et de corps professionnels qui ont défilé aujourd'hui par rapport à la dernière manifestation. Par exemple, il y a la police. Les syndicats de police ont défilé, ce qui ne s'était pas vu dans les dernières manifestations. Donc, il n'y a pas non plus une disponibilité pour faire toutes les manifestations. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais ça n'arrête pas, quoi. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, poser une journée pour aller défiler, c'est retenu sur le salaire. Qui ne sera pas le cas le 26, c'est un samedi. Beaucoup de cas sont des délégués syndicaux qui ont des heures de délégation. Donc ça ne leur coûte pas grand-chose. Dans la fonction publique, 100 ans. Ça ne leur coûte pas grand-chose, mais ça leur coûte quand même. Et pour tous ceux qui ne sont pas délégués syndicaux, ça leur coûte carrément. Mais comme ce sont majoritairement des délégués syndicaux qui manifestent. Et oui, et par la force des choses, puisque les autres, on leur retient sur leur salaire. Donc ils ne vont pas aller défiler pour perdre leur pouvoir d'achat. Ils le font un peu, mais ils ne peuvent pas le faire à chaque fois. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a des... logique, disons-le. De quoi? On se mobilise, on se mobilise, on ne bosse pas, donc on n'est pas payé. Enfin, je veux dire, les Français, vous leur posez la question, vous restez chez vous pour... vous voyez, où vous allez vous promener au soleil dans les rues de Paris,
ils vont vous dire, écoutez, moi je veux bien aussi, dans ce cas-là je manifeste et puis j'ai mon salaire. C'est pas grave, c'est un héritage du Conseil national de la résistance, mais ça peut être balancé avec le reste. De toute façon, c'est pas une question de balancer, c'est une question qu'aujourd'hui, la vraie question, le droit de grève, il est garanti par ça, oui, mais par le fait qu'on puisse défiler sans être pénalisé dans son travail. La question, c'est la question de l'opinion aujourd'hui. Et Emmanuel Macron a l'opinion avec lui. Oui, c'est pour ça que je vous dis, sur cette question-là, 49 contre 40%. Sur cette question-là, il va l'avoir aussi. Mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être une petite répétition générale perdante cette année de ce rendez-vous. Alors là, moi, je mets un grand point d'interrogation. Je ne suis pas le monsieur Irma de la politique, mais je sais qu'au gouvernement, notamment à Bercy, certains se disent que le gros morceau, c'est l'an prochain, c'est les retraites, parce que là, pour le coup, c'est œcuménique. Et c'est tous les Français. Et c'est pas des catégories, c'est pas. Et 40% des Français, dans le sondage que vous avez montré, 40% des Français qui continuent à soutenir la grève, c'est pas rien. C'est pratiquement 49 qui sont contre, 40 qui sont pour. C'est un pays qui est quand même fracturé en deux, quoi. Donc c'est pas une. Il n'y a rien de marginal dans cette démonstration parce qu'il y a un vrai attachement au service public. Quelques réactions aussi aux questions que je découvre en même temps que vous. 56% de nos internautes ne comprennent pas la colère des fonctionnaires, 56%, ce qui n'est pas non plus une proportion énorme. Comme Franck qui pose cette question sur la question Twitter qui répond « Fonctionnaire, promenez ma place. Je ferme ma petite SARL à cause des impôts à hausse. Je n'ai pas de salaire depuis quelques mois, ni aide de l'État. » Et Pat qui nous dit « Nous avons plus de fonctionnaires que l'Allemagne et ça marche moins bien. » En un mot, vrai ou faux Oui, mais le système n'est pas le même. En Allemagne, c'est beaucoup de fonctionnaires fédéraux qui ne sont pas des... Enfin, régionaux et pas fédéraux. Pas comparable comme système. Non. On a plus de fonctionnaires par habitant en France qu'en Allemagne. Et enfin, Johan qui dit dans les services publics, on est toujours mal reçu. Il faudrait faire la balance de tout, rentrer un petit peu dans le détail quand même. C'est vrai que côté moins pour les fonctionnaires en ce moment, il y a le gel du point d'indice qui dure. Ils n'ont pas eu d'augmentation de rémunération sur la période. Je suis d'accord. C'est pas l'alpha et l'oméga de la rémunération. Il y a le jour de carence. C'est comme pour Air France. Le jour de carence rétabli. Je lisais aussi dans Le Monde que quand il faut défrayer un fonctionnaire qui vient à Paris, par exemple, la nuitée remboursée, c'est 60 €. Allez trouver un hôtel à 60 € dans Paris. Mais souvent, ils dorment dans la famille. Voilà. Ouais, dans la famille ou chez des amis. Donc, ils sont quand même défrayés, même s'ils n'ont pas de justificatif de frais de frais. Voilà, vous connaissez dans le détail les combines, Marc. Équilibrer la balance. Donc, dans la colonne des plus côté gouvernement. Moi, j'en ai accueilli des potes fonctionnaires chez moi qui se faisaient rembourser 60 € la nuit. Vous preniez un petit pourcentage, non? Toujours, vous me connaissez, je suis vénal. D'accord, c'est une information là pour le service des ressources humaines. Et côté positif, il y a quand même aussi des chantiers dont on parle peu, qui consistent à faire des contrats de chantier, comme dans le privé. Marc connaît bien ça, les CDI de chantier, qui sont dans le bâtiment. Oui, mais dans la fonction publique, il y a aussi des chantiers qui durent 3 ans, 5 ans, 7 ans. On a besoin de quelqu'un spécialisé, qu'on veut contractualiser et pas forcément embaucher au statut à ce moment-là, pour la durée de ce travail-là, et qui sera peut-être mieux rémunéré que s'il était au statut. C'est ce débat-là qu'il faut ouvrir et qu'Olivier Dussopt a un peu de mal à ouvrir. Un peu de mal. On va passer au troisième sujet. Le point important aujourd'hui, parce qu'on oublie toujours dans tous les papiers qu'on peut faire, sauf dans le Figaro évidemment, c'est qu'à la fin de l'année, il y a un rendez-vous très important dans la fonction publique, qui sont les élections dans les 3 fonctions publiques. Ça a lieu le 6 décembre et tout ce qui se passe en ce moment est aussi lié à ce qui d'un côté, il y a les retraites, la préparation, et de l'autre, il y a les élections dans la fonction publique. Ils sont en train de se compter. Je veux dire, on voit bien ce qui s'est passé dans le privé. C'est pas forcément ceux qui ont crié le plus fort qui, au final, ont remporté le jackpot dans les élections. Là, on va voir si ça va se passer de la même façon dans le public. Et à l'issue, c'est quoi la palme, le Graal? C'est la première place, tout confondu, des syndicats. Aujourd'hui, la CVT est passée devant la CGT dans le privé. Elle est en passe de le faire dans le public, ce qui fait qu'en cumulé, la CFDT, ce qui serait historiquement une première, pourrait devenir première en France. C'est pas rien. Eh bien, je vous propose de clore momentanément le sujet, et demain, les décrypteurs sur Figaro Live y consacreront de nouveau une émission. Suivez-la à 11h10. Vous y serez, Marc? Il paraît. Eh bien, on passe donc au sujet de l'Italie. Une fois le nom du président du Conseil validé, que deviendra l'Italie? Quel sera le programme appliqué par l'Alliance de la Ligue et du mouvement 5 étoiles? Le divorce avec l'Europe risque d'être consommé. Rapidement, une rupture pour ce pays fondateur de l'Europe et pour les Italiens qui ont longtemps été très pro-européens. Les premiers échanges laissent apparaître déjà de fortes tensions, comme par exemple celle entre Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, qu'on va écouter, et le leader de la Ligue, qu'on écoutera ensuite. D'abord, Bruno Le Maire. Je respecte la décision souveraine du peuple italien, mais il y a des engagements qui dépassent chacun de nous. Et si le nouveau gouvernement veut s'en affranchir? Eh bien, je pense que si le nouveau gouvernement prenait le risque
de ne pas respecter ses engagements sur la dette, sur les déficits, mais aussi sur l'assainissement des banques. C'est toute la stabilité financière de la zone euro qui serait menacée. Et la réponse qui ne s'est pas fait attendre de Matteo Salvini pour la Ligue, on l'écoute aussi. Oggi ennesima invasione di campo di un politico europeo contro il libero voto degli italiani. C'è questo ministro francese che dice il prossimo governo dovrà continuare a quello che hanno fatto tutti gli altri prima. Si mettano l'anima in pace, faremo l'esatto contrario rispetto a quello che hanno fatto tutti gli altri prima. E che i francesi si occupino della Francia e non vengano a rompere le scatole in casa altrui. Molto semplicemente. Que les Français s'occupent de la France, nous dit M. Salvini. Oui, c'est quasiment un nouveau Brexit, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau, une étape de fracture au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que ça ne fait plus corps. Chacun va de son côté pour sauver ses intérêts. Alors, c'est une alliance à haut risque, effectivement, économiquement. On ne sait pas très bien où c'est allé. Bon, c'est le parti pris, pour caricaturer, c'est une espèce de grande relance keynésienne avec une lutte contre la fraude fiscale en disant que tout ça va rapporter assez d'argent pour faire une relance qui fera de la croissance, qui permettra de redistribuer. Bon, c'est un pari. On peut aussi prendre ça plus sereinement en se disant, bon, l'Italie fait ce pari, voyons ce que ça donne. Parce que force est de constater quand même qu'au niveau européen, les politiques libérales n'ont pas porté leurs fruits de façon spectaculaire depuis 15-20 ans. Donc on peut aussi essayer d'observer un petit peu ce qui va être tenté. Je note dans les propos de Bruno Le Maire qu'il remet en question le choix souverain d'un pays qui rompt un contrat. Quand Trump décide de péter les accords avec l'Iran, il a été élu et puis il le fait. Oui, il le dit aussi, mais ça s'arrête là. Alors que là, il promet des sanctions. Vous avez vu l'opportunité, l'aubaine qu'offre Bruno Le Maire à travers ses propos depuis un plateau télé parisien. Et les contrastes avec Salvini et son porte-voix. Ces mouvements populistes italiens qui, évidemment, n'attendent que ça, qu'il y ait un voisin mieux classé en termes de PIB qui leur fasse la leçon et la morale. Il est tombé dans le panneau, là. C'est à la Commission européenne, à Bruxelles, de faire ça. Si on commence à s'affronter entre voisins européens, le résultat sera contraire au but recherché de Bruno Le Maire, qui était de dire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi dans un jeu à plusieurs, un jeu collectif où il faut que chacun y donne du sien pour construire l'Union européenne, évidemment. Non, la question qui se pose maintenant, c'est aussi comment tout ça va servir de laboratoire au Front National chez nous. Parce qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que Matteo Salvini, c'est le frère italien de Marine Le Pen, au sens figuré bien sûr, mais c'est quelqu'un avec qui elle est étroitement en relation. La Ligue du Nord s'est inspirée du Front National pour quitter son parti pris régionaliste et devenir un parti de gouvernement. Aujourd'hui, Marine Le Pen admire Matteo Salvini et voudrait devenir Matteo Salvini à ceci près qu'on l'a en ayant des Mélenchon pour former une alliance gouvernementale. C'est là que c'est baroque. Voilà. C'est là que c'est baroque. Et puis après, préparer le 5 étoiles avec la France Insoumise, avec Laurent Wauquiez. Et après, ce qui est très concret, c'est que vous allez voir le projet ferroviaire Lyon-Turin bloqué. Voilà, ça c'est très concret. C'est pas beaucoup depuis 30 ans. Mais là, je pense qu'on n'est pas prêt de voir un tunnel arriver de l'autre bout de l'Italie. Je ne sais pas ce qui m'inquiète le plus, ceci dit, sur les conséquences de cette alliance. Une réaction à ce que disaient Arnaud Champrenier et Trigano sur le pari italien qui mérite peut-être d'être examiné et d'être tenté. Disons que tenté, c'est vrai qu'économiquement, on n'a pas de modèle qui laisse présager un avenir plutôt florissant à ce pari-là. C'est-à-dire qu'une relance keynésienne, on sait très bien dans quel contexte ça fonctionne et dans quel contexte ça ne fonctionne pas. Donc si à leur volonté de rompre avec la règle des 3% budgétaires, ils adjoignent une fermeture partielle des frontières, une relance ciblée sur des entreprises locales, enfin bref, de manière à faire fonctionner l'économie locale et pas donner de l'argent aux importations ou alors faire une relance comme ça a été fait 1000 fois dans notre pays en augmentant les allocations, le chômage et machin, truc comme ça. Pourquoi pas? Non, moi ce que je vois, c'est que globalement, on a un nouveau monde qui a émergé en France, c'est ça, avec Emmanuel Macron, et que ce nouveau monde, il est parfaitement connecté avec celui de l'Europe. Et en réalité, on est en train de se rendre compte que c'est le monde d'hier. C'est-à-dire qu'en Europe, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, l'Italie, l'Allemagne, demain la France, est en train de rompre petit à petit. Et Yann Werner Müller, qui est probablement, de mon point de vue, un des meilleurs analystes allemands politiques, faisait il y a déjà 2 ans cette analyse-là en disant « Le Brexit, vous vous inquiétez, mais il ne se propagera pas beaucoup ».
En réalité, ce qui va se passer, c'est la méthode hongroise. On va pourrir le fruit de l'intérieur. Absolument. On va commencer à ne pas respecter les règles. C'est ce que dit Marine Le Pen. Elle dit « j'ai pas réussi à le faire depuis l'Élysée, mais je veux réussir à le faire depuis le Parlement européen ». Elle l'a dit, elle l'a verbalisé exactement comme vous l'autre jour. Exactement. Et c'est ça qui va se passer. Et c'est contagieux, on le voit bien. Et l'Italie, c'est le cas de plus. À regarder de très près, effectivement. Analyse, Marc Landré, plus que la comparaison avec la Grande-Bretagne, moi je ferais la comparaison avec la Grèce. On a l'impression d'avoir un sentiment de déjà-vu, là, avec un gouvernement qui est balayé, parce que pas de résultats, pas de perspective, et donc l'arrivée au pouvoir, l'arrivée au pouvoir de... je ne vais pas dire de groupuscules parce que ça serait péjoratif, mais de groupes qui n'existaient pas forcément avant ou qui sont des recompositions de ce qui existait avant, une alliance de circonstances pour proposer quelque chose de radicalement différent. Exactement ce qui s'est passé en Grèce il y a moins d'une dizaine d'années. Sauf que c'est plus cher de sauver... C'est plus cher parce que c'est le numéro, parce que c'est certes, mais rappelez-vous, c'est exactement le même discours. Quand les nouveaux dirigeants grecs sont arrivés, ils ont dit nous, le passé, on fait table rase, on n'est engagé par rien, on va augmenter les impôts des riches, on va augmenter les allocations familiales, les allocations sociales, on va baisser l'âge de départ à la retraite. Ça a été exactement le même discours avec des montants qui étaient équivalents, près de 200 milliards de dépenses en plus. Et ben ils ont vite été ramenés à la raison parce que après, il faut vivre avec de l'argent. L'argent, ça s'emprunte. Ça s'emprunte sur un marché et les taux d'intérêt, pays par pays. Et donc, si jamais ça va leur coûter de plus en plus cher, pour vivre, pour payer les fonctionnaires, pour payer les gens, va vite les rattraper. Et le différentiel déjà des taux d'intérêt est important. Et là, on a vu qu'il a monté depuis que... les annonces, depuis ces annonces-ci. Alors, la question était, l'arrivée de cette alliance vous inquiète-t-elle pour l'avenir de l'Europe? Vous êtes sur Twitter à répondre à cette question. Vous êtes seulement 36% à être inquiet de voir l'Europe paralysée par l'alliance des partis anti-système. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude alors Ils sont quand même les gens sont très confiants. On parle quand même de mouvements dont l'un prône alors, moi, je voudrais venir les francs-maçons et l'autre un revenu universel. Tout ça en même temps, c'est le macronisme puissance 1000, mais absolument le rejet des migrants. Dans les inquiétudes potentielles, c'est ce qu'il exactement. Dans les inquiétudes potentielles, le fait de dire que les francs-maçons ne peuvent pas appartenir au gouvernement et être membres de cabinets ministériels. C'est la Ligue du Nord, c'est-à-dire que c'était un parti néofasciste, historiquement, qui trouve ses racines, en tout cas, c'est pas le MSI, mais bon, il trouve aussi ses racines dans le néofascisme, et sa politique très répressive à l'égard des migrants et des discriminants vis-à-vis des francs-maçons, est dans cette tradition-là. Donc c'est quand même une coalition très étrange. C'est quand même l'extrême droite qui arrive, appuyée par un mouvement populaire qui n'est ni de droite ni de gauche, contrairement au mouvement des Insoumis qui, lui, arrive quand même à se classer politiquement à gauche. Donc là, on est sur une nouvelle forme, mais dont l'ADN qui domine, qui est la seule structure politique, c'est ce qui vient de l'extrême droite italienne. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont beaucoup plus de points de désaccord que ce qu'ils ont de points d'accord dans leur plateforme gouvernementale. Et qu'est-ce qui se passera le jour où il va se passer quelque chose qu'ils n'ont pas pensé, qu'ils n'ont pas anticipé? Qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que ça va être l'extrême droite ou est-ce que ça va être... Voilà. Et donc là, ça risque d'être un vrai problème qui risque de bloquer l'Italie. Et si l'Italie est bloquée, les Italiens risquent de revoir leurs conditions. On voit ce qui se passe. Mais ça, c'est le pari de l'éclatement et du... Oui, et même des autres, même des autres, de Renzi et autres. Et la personnalité, même s'il n'est pas encore officiellement président du Conseil, de Giuseppe Conte. Vous le connaissez? Non, mais apparemment, il a un CV de 38 pages de références et universitaires et autres, inconnu au bataillon, c'est vrai. Enfin, en tout cas, de nous, certainement, enfin, de moi. Moi, je n'ai pas vérifié, mais la question se pose en Italie, c'est la polémique du jour. Son CV était-il sincère? Ah oui. Donc, ce qui pourrait recréer une mini-crise à nouveau. Pour un juriste embêtant, quand même, de commencer tout de suite par le... Il faut fact-checker, là. Je ne sais pas. De toute façon... C'est peut-être ce qu'est en train de faire le président italien Mattarella. Les stratégies de rupture, par définition, créent des mini-crises constamment. C'est-à-dire que rien ne va bien. Il y a les alliances qui ne vont pas bien, il y a les programmes économiques qui ne vont pas bien, il y a l'environnement libéral qui ne va pas bien quand on veut mettre en place une politique nationale, voire nationaliste. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc mais quelque part, c'est un exutoire aussi
pour toutes ces populations qui en ont marre de l'Europe et puis qui en ont marre de ce système globalement libéral qui a promis depuis près d'un siècle maintenant, même s'il s'est institutionnalisé réellement à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui a promis une prospérité et on se rend bien compte que cette prospérité, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tout le monde ne la récupère pas comme il devrait. Et donc, on est prêt à supporter. L'écart se creuse très nettement. C'est ça. Et pour répondre à supporter la crise. C'est plus l'immigration, parce que dans les réactions que je vais donner, en tout cas quelques-unes, beaucoup portent sur l'immigration clandestine que subit l'Italie. C'est cette immigration qui pèse dans les choix politiques ou c'est effectivement l'économie qui prime et le fait que l'Italie s'en sorte difficilement. C'est d'abord le rejet des migrants et la situation économique. Il y a eu les deux analyses sur le vote populiste. Il y a les deux analyses, mais je veux dire, la politique de mise en place par Renzi n'a pas été concluante. Il a déçu, il a été balayé. Et en plus, on a le phénomène migratoire depuis maintenant 5 ans avec des gens qui traversent la Méditerranée, qui atterrissent en Italie et dont les Italiens ne veulent plus. C'est ça les deux fédérations. L'exemple allemand montre que l'échec de Merkel montre que c'est la question migratoire qui est la question clé. L'Italie, c'est un traumatisme national. C'est-à-dire que là, physiquement, on voit les gens débarquer. Donc il y a une situation économique dégradée qui déjà crée le terrain propice à ces mouvements-là, et puis le traumatisme. Et s'ajoute à ça... c'est pas limité soit à Calais ou Porte de la Chapelle à Paris. C'est le flux qui remonte... Et rappelons quand même que tout ça, c'est rien par rapport aux migrations climatiques qui vont arriver, où on multipliera par 10 ou par 100 le nombre de migrants. Et c'est là qu'on Alors, juste, je vous donne la parole, mais juste, je voudrais donner aussi quelques réactions, parce qu'encore une fois, elles sont vraiment nombreuses. Johan qui nous dit les Italiens en ont assez de l'immigration clandestine. Mais même pas clandestine. C'est-à-dire que clandestine, on voit le cas Merkel, c'est-à-dire j'accueille 1 million de migrants, ça ne passe plus du tout dans le discours. C'est pas possible, l'opinion n'accepte plus ça. Le quotidien est... L'Union européenne est sur une poudrière de TNT des populistes. Et une réaction aussi sur le thème. Oui, Yves qui nous dit « Je crois que l'on se dirige vers la fin de l'Europe. » 3 points de suspension. Bon, on y est. Non, on y est, nous dit Frédéric Sinclair. La République en marche, telle qu'elle est aujourd'hui, l'effraction, comme dit Emmanuel Macron en 2017, est une exception en Europe. Cette recomposition par une autre forme, on va dire, non populiste d'alternative, ça n'existe pas, ça ne s'est pas vu ailleurs, ça s'est vérifié qu'en France. En Italie, vous avez cette alliance baroque, vous avez le Brexit. Je vais mettre des petits pointillés, parce que pour moi, c'est un populiste, Macron. Mais bon, il appelle société civile ce que les extrêmes appellent le peuple, mais c'est pareil. Non, mais reconnaissez que ce discours pro-européen, c'est une victoire d'un parti dit pro-européen est unique en Europe. On est d'accord. Peut-être le dernier feu. Peut-être le dernier feu. Peut-être le dernier feu, mais isolement total. Oui, complètement. Isolement total. À contre-courant. Mais à contre-courant de l'Allemagne, de la Hongrie, de la Pologne, ce qui est inquiétant d'ailleurs, de ce qui est inquiétant pour 2022. Du Brexit. Et pour ce que vous disiez tout à l'heure, la multiplication des mouvements de protestation, c'est-à-dire qu'effectivement, parce qu'on est à contre-courant, et ce qui ne peut que radicaliser au sens politique du terme Emmanuel Macron dans son idée que je suis seul contre le chaos. Absolument. Côté seul contre tous. Avec Trump. On parle quand même de choses graves sur un plateau de façon un petit peu légère, mais c'est vrai qu'on manie comme ça la fin de l'Europe, une montée du populisme. On va arriver à un thème un peu plus léger, mais en même temps qui s'est été émaillé d'incidents violents. C'est le match de foot hier soir entre Ajaccio et Le Havre. Léger, Marie-Amélie, qui est assez particulière quand même. Le sujet, le thème du foot, mais peut-être que c'est une erreur de ma part de le qualifier ainsi. En tout cas, on va en parler. Le foot, donc avec ces incidents extrêmement violents, enfin en tout cas, les Havrais qui se plaignent d'insultes